Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci à la commune de me faire revenir, parce que je suis déjà venu une fois cet été. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. En plus, le cadre est incroyable. Les documents que vous présentez sont incroyables et franchement rares. Pourtant, moi, c'est un peu familier pour moi ça. Mais ça fait toujours très plaisir de les revoir en vrai et de voir que les municipalités prennent encore le temps de les mettre en valeur. Voilà, ça c'est à souligner parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vais vous parler pendant une petite heure voilà, de ce qu'est le cadastre sarde en prenant les exemples de chez vous, donc en gros de la vallée, Saint-Gervais, Saint-Nicolas, les Contamines. Et voilà, pour essayer de vous remettre en contexte un document qui finalement parle plus ou moins à tout le monde, tout le monde ou presque a entendu parler des maps sardes, de près ou de loin. On sait plus ou moins ce que c'est, voilà, bon, on sait plus ou moins à quoi ça sert. Et bon, c'est finalement le grand document publicitaire des archives départementales. C'est un peu la fierté des archives en Haute-Savoie et en Savoie. C'est-à-dire, voilà, regardez ce qu'on a, presque 100 ans avant les Français. Voilà, mais on va jamais trop plus loin. En fait, on s'arrête un peu à la beauté des cartes. C'est là parce que ça se comprend, c'est fascinant. Et après, voilà, le problème aussi, c'est que on se lance lorsque voilà, des particuliers ou des communes, des institutions vont consulter ces documents, ils s'aperçoivent qu'en fait c'est assez vertigineux parce que ça raconte plein de choses. Donc c'est super quand ça raconte plein de choses, mais voilà, le but ce soir, c'est que vous ayez les clés un peu de lecture de cette documentation-là, qui en fait est surtout une grosse usine à gaz administrative. Voilà, mais le principe, c'est que voilà, vous ressortiez d'ici, je l'espère, avec un petit peu moins de questions que lorsque vous êtes arrivé. Alors déjà, moi je commence toujours par contextualiser un peu tout ça parce que sinon, croyez-moi, on s'y perd un peu vite. On s'y perd un peu vite parce que cette documentation-là a été réalisée il y a 3 siècles en arrière par des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas du tout nos repères, qui n'ont pas du tout notre manière de penser l'État, de penser le quotidien. Voilà, donc il faut remettre tout ça en contexte parce que si on lit le cadastre comme on lirait notre cadastre actuel, on est perdu d'avance. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est vrai. En fait, à la base, c'est un document fiscal qui est créé par l'administration fiscale pour des besoins fiscaux. Voilà, ni plus ni moins. Donc, il est réalisé entre 1728 et 1738. Le besoin premier de ce cadastre, c'est répartir équitablement l'impôt. Donc, il y a une vraie notion d'équité sur l'impôt foncier, donc qu'on appelle en Savoie la taille. Donc cet impôt foncier, il est levé de manière à peu près régulière depuis le milieu du XVIe siècle. Et bon, le XVIIe siècle en Savoie, c'est compliqué. Il y a des guerres, des épidémies, des occupations françaises, etc. J'en passe et des meilleurs. Ce qui fait qu'au début du XVIIIe siècle, lorsque le calme revient dans les États de Savoie, bon, le roi Victor Amédée II se dit bon, maintenant que ça va mieux et que j'ai plus les Français qui me passent dessus toutes les décennies, il faut vraiment que je réorganise l'État et surtout mettre en place une série de réformes pour faire rentrer l'argent. C'est le principe de l'État moderne au XVIIIe siècle. Le fonctionnement de base de l'État, c'est d'entretenir une armée permanente qui vous permet, dans le meilleur des cas, d'agrandir votre territoire et dans le pire des cas, au moins de vous protéger des voisins. Donc cette armée permanente, elle ne peut vivre que parce qu'il y a de l'argent qui rentre et cet argent rentre via les impôts. Les impôts sont payés alors sous différentes formes, bien entendu, mais pour ce qui nous concerne nous, c'est sur le foncier. Et en Savoie, c'est très pratique puisque l'essentiel des revenus, entre guillemets, viennent du travail de la terre, puisque en Savoie, au XVIIIe siècle, il n'y a encore pratiquement pas de proto-industrie ou d'artisanat, comme ce serait le cas au même moment en Piémont, en Lombardie, ou côté français en Provence ou dans le Dauphiné. Voilà, la Savoie, c'est extrêmement rural, et donc c'est sur la terre que pèse l'essentiel des richesses. Donc je l'ai dit, donc il y a un besoin de renforcement administratif parce que pour pouvoir faire rentrer de l'argent, il faut une machine administrative qui est capable de le gérer. Et voilà, à cette époque-là, donc la Savoie est très en avance par rapport à la grande majorité de l'Europe sur l'administration. C'est pour ça qu'en Savoie, on produit beaucoup de documents depuis au moins le XIIIe siècle. Ça fait le bonheur des historiens et c'est en fait le seul moyen qu'ils ont pour gérer un peu tout ça. Un autre élément de contexte important, c'est qu'il y a un enjeu d'appropriation de l'espace. Pourquoi je dis ça? Parce que la capitale des États de Savoie, c'est Turin.
Turin, c'est loin de la Savoie. Hein. Alors, nous, aujourd'hui, avec Google Maps, on se dit, bah non, c'est à côté. Il y a le tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Fréjus, en 2-3 heures, si tout va bien. Vous allez à Turin. Bon, bah, à l'époque, ce n'est pas le cas. Déjà, Turin n'est pas accessible toute l'année, hein, parce que problème de col fermé, hein, l'hiver. Lorsque les conditions météo le permettent, c'est-à-dire une petite moitié de l'année, vous allez de Chambéry, donc la capitale un peu du duché, jusqu'à Turin. Si tout se passe bien en 2 à 3 jours, voilà, si tout se passe bien, et si jamais il y a le moindre problème météo, c'est une semaine. Il faut penser le même temps dans l'autre sens. Donc s'il y a un problème en Savoie, à Turin, ils sont au courant la semaine d'après, quoi. Donc ça pose des problèmes. Ça pose notamment aussi des problèmes, bon, parce que les Alpes, alors c'est très pratique parce que les Alpes sont franchies toute l'année par le grand commerce européen, et donc qui dit franchissement dit péage. Hein. Donc la Maison de Savoie est très attachée à être présente des deux côtés des Alpes. Par contre, la difficulté, c'est que c'est une barrière aussi. C'est une barrière, la Savoie est isolée de l'autre côté de cette barrière, et le gros problème, c'est que du coup, la Savoie regarde beaucoup la France, et la France regarde beaucoup la Savoie. Donc, il y a un besoin pour l'État d'avoir un outil qui permet de mieux connaître le territoire. Comme ça, en cas de problème, on peut plus facilement déplacer des troupes. Donc, et c'est aussi pour ça, vous avez peut-être eu l'occasion de le remarquer, le duché de Savoie a été pionnier pour la réalisation de cartes militaires, hein, bien plus en avance que les Français d'ailleurs. C'est lié aussi à ça, hein, c'est parce qu'on a peur des voisins. Surtout qu'en Savoie, au XVIIIe siècle, les gens parlent français, ils ont une culture plutôt française, donc voilà, à Turin, on a un peu peur de ça, on se dit, il ne faudrait pas qu'ils soient trop copains avec les Français non plus, quoi. Il y a un autre enjeu, c'est celui de l'encadrement des immunités fiscales. En France, jusqu'en 1789, le clergé, la noblesse, à peu près toute la bourgeoisie ne paye pas d'impôts, ou pratiquement pas. Hein. Mais retenez, pour faire plus simple, qu'ils ne payent pas d'impôts. En Savoie, en fait, à partir de 1738, la noblesse et le clergé payent, pas tout, hein, mais payent beaucoup d'impôts grâce au cadastre. Et c'était un des enjeux de la réalisation de ce cadastre, c'était de se dire, bon, les nobles, le clergé, ils ont beaucoup de patrimoine, ce serait quand même dommage de ne pas le taxer. Voilà, parce que c'est un manque à gagner évident pour l'État. Alors, Victor Amédée II n'est pas le seul à avoir cette idée-là, mais c'est le premier qui va réussir à aller au bout de la démarche. Donc voilà, c'est donc un cadastre général qui est commandé par l'État. Ça, c'est une grande nouveauté parce que des cadastres, finalement, on en connaît hein, depuis le Moyen-Âge. Enfin, on fait des cadastres, mais sous forme de registres. Ce sont des gros registres qui sont déclaratifs. Ils sont faits à l'initiative des communautés d'habitants. En fait, c'est un outil réalisé par la communauté pour essayer de répartir un peu l'impôt. Et après, l'argent est transféré au trésorier général. Ce qu'il faut bien comprendre dans le schéma de l'organisation de l'impôt, c'est que l'État a des besoins. Je dis au hasard, par exemple, l'État a besoin d'1 million de livres. Bon. L'État sait qu'en Savoie, il y a 640 paroisses. Bon, on découpe ce million de livres dont on a besoin pour cette année entre toutes les paroisses, on envoie à la communauté, on dit bon voilà, vous ça fera, je ne sais pas pour Saint-Gervais, ça fera 3000 livres par exemple. Voilà. Et ben la communauté de Saint-Gervais doit se débrouiller à trouver ces 3000 livres. Et donc pour récupérer ces 3000 livres à peu près équitablement, elle va réaliser un cadastre sur la base des revenus de tout le monde en disant bon voilà, un tel a un champ ici, un pré là, ça vaut bien, etc. Ça vaut pas grand chose. Et elle fait sa petite tambouille comme ça toute seule. Registre déclaratif, qui dit que c'est déclaratif dit que forcément, on déclare pas tout, hein, c'est le principe. C'est connu de tous hein, d'ailleurs hein, qu'il y a de la fraude. Il y a entre 20, 30, 40, 50% de fraude, on ne sait pas exactement, c'est très compliqué à déterminer. Et c'est le problème du registre, c'est la limite du registre, alors que là c'est l'État qui fait son cadastre et qui va en fait associer ce registre à un plan. Voilà, donc les fameuses maps que vous avez là. Parce que là, pour les fraudes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas mettre de trous dans la carte. Hein. Vous êtes obligé de tout représenter. Donc, si vous êtes obligé de tout représenter, il n'y a plus de fraude. Voilà. Le pourquoi du comment, on s'est aussi beaucoup attaché à réaliser ces documents-là. Dernier point, pour vraiment remettre en contexte tout ça, donc c'est ce que je vous disais, les gens du XVIIIe siècle ne sont pas du tout comme nous, ils ne sont pas du tout comme les gens du XIXe siècle ni ceux du XXe, ils n'ont pas du tout les mêmes cadres de pensée. Ils n'ont pas l'habitude de voir leur communauté sur des plans. Ça, c'est nouveau pour eux. Ça, c'est complètement nouveau. Ils n'ont pas l'habitude non plus, au XVIIIe siècle, que l'État mette le nez dans leurs affaires. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, il faut avoir ces éléments-là à l'esprit.
Donc au-delà du contexte spatial hein, qui fait que vous allez de Saint-Gervais à Bonneville, qui est la capitale, donc là où se situe l'intendance du Faucigny, il faut une journée. Hein. Faut une journée si tout se passe bien. On va en gros de Chambéry à Annecy en une grosse journée. On traverse le duché de Savoie à peu près dans toutes les directions, à peu près 3 jours. Voilà. Là encore, si les conditions le permettent, et ce n'est pas toujours le cas. Le XVIIIe siècle, on est en plein petit avec glaciaire, c'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, le climat se refroidit beaucoup. Hein. Pour la petite histoire, au XIVe siècle, la mer de glace est plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein. Et à partir du XVIe siècle, les glacières descendent. Ici, vous êtes en première ligne pour être concerné. Donc c'est un climat froid qui est un peu difficile quand même. Hein. Les géomètres qui vont réaliser le cadastre ne peuvent pas travailler l'hiver. En tout cas pas ici. En bas ils peuvent, mais pas ici. Dernier petit point qu'il faut quand même porter à votre connaissance, donc je vous l'ai dit, hein, territoire rural ou qui est dominé par l'agriculture. La petite différence avec aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à voir dans l'agriculture en Savoie, bon, bah, la vache qui mange de l'herbe en alpage à côté d'un reblochon et tout. Ça, faut oublier. Hein. Au XVIIIe siècle, c'est pas du tout le cas. En fait, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, en gros dans les années 1840, en Savoie, le paysan, c'est d'abord un céréalier. Pourquoi? Parce que le besoin vital, c'est de fabriquer du pain pour manger. Un adulte normal, comme vous et moi, consomme toute sa vie, au XVIIIe siècle, entre 1 et 1,2 kg de pain par jour. Voilà. Vous multipliez par le nombre de personnes, etc., vous vous rendez bien compte qu'il faut beaucoup produire de céréales. Hein. On tient du bétail, ça on le sait, mais on en tient beaucoup moins qu'aujourd'hui. On en tient évidemment dans vos territoires à vous qui sont très montagneux, parce que c'est un peu le seul moyen d'exploiter correctement les alpages. Mais dans les plaines, c'est pas anecdotique, mais pratiquement. À tel point que les vignerons hein, qui sont dans la basse vallée de l'Arve peinent à trouver du bétail pour labourer les vignes. Hein, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Hein. Il y aura un changement majeur au milieu du 19e siècle, mais avant, il y a de l'élevage hein, chez vous, ça c'est évident, mais c'est beaucoup moins majoritaire que ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc ça, il faut l'avoir aussi à l'esprit. Et donc, toujours bien avoir à l'esprit la portée fiscale du cadastre. Hein. Le but, c'est pas de faire une carte pour représenter les propriétés de tout le monde. Hein. C'est d'abord, c'est de les représenter, mais pour qu'on sache précisément combien on va pouvoir taxer les gens, à quel niveau on va pouvoir les taxer. Deux, trois petites données vite fait sur Saint-Gervais et Saint-Nicolas au moment où on fait le cadastre. Pour Saint-Gervais, alors je parle en journaux parce que le cadastre parle en journaux. Hein, si vous voulez remettre ça en hectares, en gros, il faut multiplier par 3 à peu près environ. Un journal, c'est 2950 mètres carrés à peu près. Hein. Donc sur 17 820 parcelles, il y en a 58% en communaux, donc c'est beaucoup, hein, mais dans le pays du Mont-Blanc, c'est à peu près la norme. Pour info, en Tarentaise et en Maurienne, on est plutôt aux alentours de 75% hein, de biens communaux. Les recensements qu'on connaît, donc c'est-à-dire milieu 18e, parlent d'un peu plus de 1000 habitants. Pour le coup, voilà, sur les 620 paroisses pour lesquelles j'ai le recensement, Saint-Gervais, c'est un 27e place. Donc c'est un territoire peuplé, hein, qui est franchement très peuplé. D'une manière générale, en Savoie, il y a plus de monde en montagne que dans les avant-pays. Donc l'économie est essentiellement agricole. On va au marché. Alors il y a un petit marché apparemment à Saint-Gervais, mais les deux gros marchés les plus fréquentés sont ceux de Sallanches et de Cluses. Voilà, ça c'est ce que nous donne c'est ce que nous dit le cadastre. Et puis chez vous, contrairement aux avant-pays notamment, il y a de l'immigration temporaire, il y a du colportage, il y a d'autres moyens de faire rentrer de l'argent que l'agriculture. Et ça c'est important de s'en souvenir. Saint-Nicolas, c'est un petit peu plus grand. Il y a un peu plus de communaux aussi. Hein. En fait, il y a des grands alpages. Hein. Donc, forcément, ça se connaît tout de suite. C'est un petit peu moins peuplé que Saint-Gervais. 790 habitants. Alors, pareil, ces chiffres-là, hein, notamment sur la population, ils sont basés sur les recensements de la gabelle. Gabelle égale impôt. Hein. Donc, impôt déclaratif, fraude. Donc, pas trop combien ils sont en pratique, mais ça vous donne des ordres de grandeur. Voilà, retenez ça. On suppose que la fraude pour la gabelle, c'est de l'ordre de 20%. Voilà, à peu près. Mais là encore, c'est pas évident de traquer. Au XVIIIe siècle, c'est facile d'être discret, hein, parce que vous êtes dur à traquer quand même. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais
Voilà, voilà, vous pouvez vous dire à 20% près, les chiffres sont là. Et ce que nous dit le cadastre, c'est que les gens de Saint-Nicolas vont au marché uniquement à Sallanches. Voilà. Ça, c'est ce qu'on sait. Et puis, toujours, vous avez encore voilà, cette culture du colportage et de l'émigration temporaire qui apporte beaucoup économiquement à ce territoire. Je reprends les données de la Gabelle, dont vous savez qu'il faut un peu les manipuler avec des pincettes, mais enfin, c'est toujours pour les questions d'ordre de grandeur. 1075 habitants, 285, alors les bœufs, les veaux, les génisses, en gros, c'est tous les bovins qui ne sont pas des vaches. Voilà, vous retenez ça. 717 vaches, pour le coup, ça c'est important. Il y a très peu de communautés en Savoie, y compris dans les territoires type Tarentaise-Maurienne, où on a autant de vaches. Donc, tout à l'heure, je vous disais, le paysan savoyard, c'est un céréalier, c'est vrai, mais chez vous, il y a quand même, voilà, pas mal d'élevage par rapport à ce qu'on voit à d'autres endroits. Il y a beaucoup de communautés autour d'Annecy où on déclare 20, 30, 40 vaches sur une communauté entière. 1050 moutons, brebis et chèvres. Alors, particularité de la haute montagne, c'est qu'on a beaucoup d'ovins et de caprins. D'ovins et de caprins, on en a beaucoup. C'est l'héritage en fait de la période médiévale où les moutons et les chèvres étaient majoritaires et en fait à partir du XVIe siècle, je passe les détails, au pire on pourra y revenir dans les questions, mais à partir du XVIe siècle, les vaches prennent la place petit à petit des moutons et des chèvres. Voilà, dans les territoires de haute montagne et notamment là où les alpages sont parfois un peu difficiles d'accès, on a tendance encore à y avoir beaucoup recours. 197 bêtes à saler, donc ça c'est les cochons. Et normalement, les cochons, c'est le numéro 1 de la fraude. C'est-à-dire que là, vous pouvez peut-être multiplier ce chiffre par 2. Difficile à dire, mais ça paraît assez évident. D'autant que, alors on mange très peu de viande au XVIIIe siècle, mais quand on mange de la viande, normalement on mange du cochon. Voilà. Parce que les vaches, on n'en a déjà pas beaucoup. Le but, c'est pas d'en tuer une par semaine, quoi. Donc Saint-Nicolas, les chiffres se valent à peu près. Alors, personne n'a une demi-vache, ça aussi, ça sent probablement la fraude. Mais pour l'administration, au comptage, bon, ils l'ont laissé comme ça. Voilà. Il y a un petit peu moins de moutons, de brebis et de chèvres. Alors, je ne connais pas par cœur votre territoire, ça s'explique peut-être parce que les alpages de Saint-Nicolas sont peut-être plus faciles d'accès que ceux de Saint-Gervais, peut-être. Et même chose, alors il y a quelqu'un qui a un demi-cochon chez lui, voilà. Mais voilà, ça vous donne voilà, les ordres de grandeur pour ces deux communautés qui se regardent. Je rentre dans le vif du sujet avec la réalisation du cadastre. Comment on est arrivé en quelques mois, parce que c'est important de retenir en quelques mois, à ce type de document-là, plus toute la machine qui va avec. La première chose à retenir, c'est qu'il faut délimiter les confins des paroisses. Ça, c'est de l'inédit. En fait, vous avez tous entendu parler des procès entre deux communautés voisines parce qu'elles se battent un alpage, parce qu'elles se battent un ruisseau, une fontaine, un chemin, des fois. Voilà, tout le monde. Et ça continue, et c'est vrai, ça continue encore aujourd'hui à beaucoup d'endroits. Alors, ça a passionné plein d'historiens. Ils se disent, waouh, vous vous rendez compte, autrefois, ils passaient leur temps à se faire la guerre entre eux pour des questions de limites. Bon, c'est vrai, mais il faut comprendre pourquoi c'est vrai. C'est vrai parce que, au fond, ça arrangeait un peu tout le monde qui a un flou dans la limite. Voilà, on dit, on va dire que la limite passe au milieu de l'alpage. Bah, donc, comme ça, on se tape un peu dessus, on se vole du bétail, et ça permet de faire un procès. On fait le procès. Quand on fait le procès, on dit, bah voilà, du coup, la limite, elle passe à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il faut qu'on s'en rappelle, ce serait bien. La fontaine, elle est de notre côté. La falaise, elle est chez les voisins. C'est toujours comme ça que ça se passe. Passe 30, 40, 50 ans. Vous regarderez dans les procès. Il y a toujours une à deux générations. Et hop, d'un coup, on se retape dessus. On refait un procès, et ainsi de suite. Et on redit toujours les mêmes choses, d'ailleurs, à peu de choses près. Et passe comme ça les siècles. Parce qu'il y a un intérêt à entretenir le flou de la limite, parce qu'entretenir le flou de la limite permet ponctuellement de refaire des procès qui reproduisent de l'écrit, et c'est dans ces écrits-là que chacun revendique à nouveau ses droits. Ça fonctionne comme ça pendant des siècles, ça marche très bien. Bon, de temps en temps, il y en a un qui prend un coup de poing, mais ça ne va jamais très loin. En tout cas, dans les Alpes, ça ne va jamais très loin. Là, l'État arrive et dit, hop, ça c'est terminé, moi je veux des limites précises. Donc, on fait venir des indicateurs de toutes les communautés, y compris les communautés voisines.
Alors dans le cas de Saint-Gervais, il y en a qui sont venus du Val d'Ost pour dire que voilà, qu'ils ont des limites communes. Ou en tout cas, ils ont fait envoyer des papiers pour dire que oh, bah, vous voyez un peu la montagne qui est au milieu, ça sert de limite. Voilà. Ça s'est fait aussi pour Chamonix notamment. Et ceux de Courmayeur avaient dit pour Chamonix, non, bah, ce qu'on va faire, c'est que toute la grande montagne là, qui nous sépare de Chamonix, on va dire qu'elle est à nous. Et puis comme ça vous verrez, c'est bien plus simple à gérer. À Chamonix, ils ont dit, super, c'est très bien. De toute façon, c'est que des glaciers, ça ne sert pas à grand-chose. On est en 1730. Et voilà, et l'affaire était bouclée comme ça. En fait, ce que voulait l'État, c'était juste que les communautés se mettent d'accord. Donc chacun présente des indicateurs, ils font le tour des confins ensemble et ils plantent des bornes. Ils les plantent parce qu'à de très rares exceptions près, il n'y en a pas avant 1730. Parce que c'est intéressant qu'il n'y en ait pas. Donc on en fait planter sur tout le duché de Savoie à peu près 21 000. Voilà. On fait une croix dans un sapin, une marque dans une pierre, on plante des fois une vraie borne. Et on marque dans un registre, voilà, on a mis une pierre à tel endroit, on a mis une croix dans un sapin à tel endroit, et tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était la limite. Voilà. Et une fois que vous avez les limites de votre communauté, et ben après, il n'y a plus qu'à remplir les petits trous, voilà, en arpentant l'ensemble du parcellaire et après, évidemment, avoir fait assermenter tout le monde. C'est-à-dire les indicateurs qui sont ceux qui suivent les géomètres pour leur dire, voilà, la parcelle, elle commence là, elle termine là, elle appartient à un tel, voilà. Et puis des estimateurs, je vais revenir là-dessus après, qui vont en gros voilà, déterminer la valeur de la parcelle. Ensuite, donc, on arpente toutes les parcelles. Soit on commence depuis un bord, vu qu'on l'a déjà dessiné, on remplit, soit on commence depuis un endroit connu, type l'église, une maison forte ou autre. Je suis très mauvais pour préparer mes conférences, du coup je ne vais pas regarder où était votre numéro 1 à vous, mais si vous êtes dans la norme, on va dire qu'il y a 2 chances sur 3 pour que ça commence par une limite, enfin depuis le bord d'une communauté, de la communauté. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a arpenté les 17, 18 000 numéros, je ne sais plus exactement, on fait un rapport pour dire voilà, hop, de telle date à telle date, on a tout fait, clac, clac, on renseigne tout, il faut tout marquer. Parce qu'il y a une valeur de l'écrit au XVIIIe siècle qui est bien plus importante qu'aujourd'hui. J'en veux pour preuve qu'au XVIIIe siècle, et après j'arrête avec mes digressions, au XVIIIe siècle c'est une aventure d'écrire, parce que déjà ça caille, donc il faut déjà vous chauffer les mains pour écrire. Vous écrivez avec une plume d'oie sur des bouts de papier que vous avez disponibles. Donc au XVIIIe siècle, en fait, on fait du papier à partir de vieux chiffons, en gros. On utilisera la cellulose à partir du XIXe siècle. C'est aussi pour ça que les documents du XVIIIe se conservent si bien d'ailleurs. Et donc voilà, c'est dur à écrire. En plus, c'est toujours mal éclairé. Voilà. Ayez tout ça en tête. Donc écrire, voilà, on n'écrit pas au hasard, quoi. On le fait parce qu'on a besoin et parce que ça a une valeur. On fait signer tout le monde et on resigne au passage le règlement des confins dans lequel on en a rappelé, vous savez, toutes les bornes qu'on a plantées. Et puis après, on fait un rapport des estimes. Je vais revenir là-dessus. C'est la valeur des terres, en gros. Combien de temps ça prend tout ça? Alors, j'avais regardé pour toutes les communautés qui sont à peu près autour de vous, donc Chamonix, Salange, Cordon, Maglan, etc., qui sont des communautés, vous en conviendrez, qui ont des tailles très différentes. Eh bien, à peu de choses près, tout est cadastré entre septembre 1730, août 1730, pardon, et janvier 1731. Donc en quelques mois seulement, ils font le tour complet. Alors, ils se sont dépêchés pour ne pas être bloqués par les neiges, il faut le dire. Il n'y a pas Saint-Nicolas dedans, parce qu'en fait, Saint-Nicolas, c'était un peu plus compliqué. Ils ont dû s'arrêter, parce que pour le coup, ils se sont fait prendre par la neige. Donc, ils ont dû planter des piquets pour repérer où ils se sont arrêtés. Au printemps, évidemment, les piquets avaient disparu. Il a fallu tout recommencer. Enfin, voilà, c'était un peu difficile. Mais si on accepte les difficultés à Saint-Nicolas, toutes les communautés sont cadastrées, on va dire, à peu près une centaine de jours. Et là, je vous ai mis ces exemples-là. Vous auriez eu pratiquement la même chose pour tout le Faucigny et, si ça avait démarré en même temps, pour toute la Savoie. Le cahier des charges, il faut que ce soit cadastré en à peu près 3 mois. Et entre parenthèses à gauche, je vous ai mis, en fait, c'est là la grosse différence, je vous ai mis le nombre de géomètres qui ont été mobilisés. Donc au début, en général, on commence avec 1 ou 2, et puis petit à petit, les géomètres, ils disent non, mais là, on n'y arrivera jamais. Donc ils écrivent à l'intendant, qui est donc dans votre cas, qui est à Bonneville, et l'intendant demande à Chambéry s'il n'y a pas un géomètre de disponible quelque part pour l'envoyer en renfort. Surtout qu'en montagne, on a besoin de gens plutôt aguerris, on ne met pas des débutants, quoi. C'est là l'intérêt aussi de comprendre que ces gens-là ne sont pas n'importe qui. N'est pas géomètre qui veut. En fait, qui sont ces géomètres? Moi, j'en ai recensé à peu près 300 sur le duché de Savoie.
Majoritairement, ce sont des Piémontais, des Lombards, qui sont des ingénieurs militaires, en fait. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui savent faire des cartes. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Hein. C'est la première chose à retenir. Et donc, on fait venir ces gens-là parce qu'ils ont une expérience déjà de la réalisation de cadastres parcellaires, puisqu'en fait, il y a eu une tentative à Milan à partir de 1718 pour faire des plans comme ça, cadastraux. Mais voilà, ces gens-là savent faire de la trigonométrie sur le terrain, ils savent s'y prendre et travailler sans perdre de temps. Et puis après, lorsqu'on s'est aperçu que la Savoie, c'est pas comme le Milanais, c'est pas tout plat avec des grands morceaux carrés, c'est un peu plus compliqué. L'intendance à Chambéry s'est aperçu qu'il faudra plus de monde. Donc petit à petit, on forme des nouveaux, soit qu'on repère, parce que les gens du XVIIIe siècle ont un rapport au calcul qui est bien supérieur au nôtre. Hein. Ils savent calculer très vite des choses très compliquées. Ça, je m'en suis aperçu au cours de mes recherches. Et puis, on repère un peu ceux qui ont des facilités de calcul ou des facilités en géométrie. Donc, il y a pas mal de notaires qui vont s'improviser géomètres, enfin, qui vont être recommandés pour devenir géomètres. Des marchands aussi. En fait, des gens qui ont l'habitude de gérer les rapports au foncier et de gérer les rapports aux chiffres. Ça explique pourquoi, en fait, c'est un succès, quoi. Parce que, vous voyez, en 3 mois, on est capable de cadastrer à peu près n'importe quelle communauté. Puis bon, vous voyez les territoires, quoi. Alors, chez vous, vu qu'il y a des grands communaux, c'est un peu plus facile parce que, des grandes parcelles, en fait, on cadastre correctement les petits morceaux qu'il y a tout le tour, puis après, hop, la grande parcelle qui est au milieu, voilà, ça servira d'un seul numéro. Et puis, les calculs de surface sont faits en bureau à Chambéry, ils ne sont pas faits sur le terrain pour gagner du temps. Donc, même chose, là, je ne rentre pas trop dans le détail, hein, mais en fait, les géomètres, ils font que dessiner sur le terrain, et après, hop, ils envoient tout à Chambéry, et à Chambéry, il y a des calculateurs qui vont d'abord découper chaque parcelle en forme géométrique simple, à partir desquelles ils vont calculer les surfaces et ainsi de suite. Donc ça, c'est un boulot terrifiant. Jean-Jacques Rousseau a fait ça pendant un été. Il en garde des souvenirs abominables. Hein, quand il en parle dans les confessions, il dit c'était mal éclairé, les gens sont pas sympas. Voilà. Donc, et puis c'est ennuyeux à mourir. Hein. Voilà. Mais il était quand même fasciné par ces géomètres qui étaient capables de faire des opérations très complexes. Ça, il le dit dans les confessions, donc ça va un petit souvenir. Comment ça se passe parce que c'est bien de dessiner, hein, mais je vous l'ai dit, le but c'est de donner une valeur au foncier. Parce que c'est cette valeur-là qui va vous dire combien vous allez payer d'impôts. Donc cette valeur, on la calcule comment? D'abord, on calcule une valeur en argent de votre parcelle. En fait, vous avez, admettons, un champ qui fait la taille de cette pièce. Le géomètre est sur place avec l'indicateur, avec l'estimateur, et il dit, qu'est-ce que ça vaut? Donc, qu'est-ce que ça vaut? En fait, on divise chaque parcelle en 3 catégories. Les parcelles qui ont une bonne valeur, une parcelle qui a une valeur moyenne et parcelle avec une valeur médiocre, on va dire. Donc 3 degrés de montée, 1, 2 et 3. Il y a aussi un degré 0 pour ce qui ne vaut rien du tout, hein, genre les glaciers, les rochers, les précipices, les choses comme ça. Voilà. Donc d'abord, on calcule les valeurs en argent de la parcelle. Comment on fait ça? On a recours au registre des prix des marchés. C'est pour ça qu'on sait où les gens vont marcher à Saint-Gervais, à Saint-Nicolas. Les estimateurs vont ressortir ce qu'on appelle donc les mercuriales, les registres des prix des marchés, parce que vous ne vendez pas vos produits au prix que vous voulez. Voilà. Ces prix sont encadrés, enfin, il y a une vague régulation en tout cas, et sur les prix des marchés, tous les jours, sur les marchés, on dit à telle date, le froment a été vendu tant, le seigle tant, et ainsi de suite, pour des quantités données. Donc chez vous, c'est des octanes. Et voilà, donc on va au marché de Salanches, au marché de Cluse, on dit sortez-nous les mercuriales sur 5 ans. Voilà. Et on fait une moyenne. Vous voyez déjà le boulot, quoi. Donc ils font la moyenne sur 5 années des prix des marchés pour faire quelque chose d'à peu près juste, et ils tombent ils se mettent d'accord en disant donc là pour le coup ça c'est à Saint-Gervais, on sait que chaque octane de froment donc qui vaut 6 coupes mesure de Salanches. Chaque coupe est composée de 4 quarts et donc cet octane-là vaut 5 livres, si on fait une moyenne.
Pour le seigle, bon, bah, c'est 3 livres et 4 sols. Pour le cavalin, c'est un mélange de seigle et de froment. 2 livres et 2 sols. L'avoine, la coupe, elle est à 1 livre 4 sols. Mesure de salange, tout ça. Faut bien suivre parce que des fois, il y a des mesures différentes en plus. Ensuite, le foin de bœuf, donc c'est le bon foin hein, pour donner au bétail. Il y a du foin de bœuf en montagne, parce que vous savez que le foin de montagne n'a pas la même qualité non plus. Et ainsi de suite. En plus, des fois, on fait des déductions si les terrains sont difficiles d'accès ou sont trop pentus ou que c'est trop compliqué d'aller sortir le... Ça, c'est notamment valable pour le bois. Il y a toutes des catégories pour le sapin, en fonction de si ce sont des grosses pièces qui servent à faire de la charpente, si ce sont des pannes pour des couvertures, si ce sont des petits chevrons. Voilà, tout ça, c'est détaillé. Et donc, voilà, une fois qu'on sait tout ça, on sait du coup globalement ce que peut valoir, ce que valent en fait les produits que vous vendez. Et ensuite, pour que ça fonctionne sur votre parcelle, il faut trouver un rendement. Donc la question, c'est de se dire, voilà, combien on peut espérer récupérer de chaque produit sur une surface donnée, donc sur un journal. Eh bien, donc toujours pour Saint-Gervais, les parcelles du premier degré, donc les meilleures, peuvent sortir par journal par an. On se met d'accord sur 3 octanes. Ouais, c'est ça, ouais. Non, 3 quarts, pardon, c'est encore différent des octanes. 3 quarts de froment, 1 quart de seigle et 2 quarts de cavalin. Voilà. Pour le second degré, 3 et 18. Ah ouais, en plus, ils mélangent les... Ça, c'est typique hein, du XVIIIe siècle. En fait, il n'y a pas un système métrique où tout le monde a la même unité de mesure. Ils mélangent un peu tout parce que entre eux, ils ont l'habitude de penser comme ça. Mais croyez-moi, des fois, même pour l'administration, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai déjà vu des mémoires où les administrateurs, donc au moment où tous ces documents-là reviennent à Chambéry, ou à Chambéry, ils ressortent tout et ils remplissent dans un registre tout ce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent voilà, telle unité de mesure, on ne sait pas ce que c'est. Là, il y a forcément une erreur parce qu'on ne comprend pas. Voilà. Et il y a un registre assez épais d'ailleurs où il y a tout ce que les calculateurs ne comprennent pas. Parce que voilà, il y a des systèmes de conversion qui sont très compliqués, des systèmes de mesure très, très variés d'un endroit à l'autre. Mais pour les gens du coin, ils s'y retrouvent. Donc, ça fonctionne. Mais voilà, retenez pour l'idée, c'est un peu compliqué, hein, mais en gros, vous avez votre parcelle, vous dites je produis du froment, je sais que ça se vend tant sur les places de marché et je sais que je suis capable, théoriquement, d'en sortir tant sur ma parcelle. Puisque ça, ce sont des rendements au journal, mais après, vous n'avez plus qu'à faire la conversion avec la surface de votre parcelle. Et donc, tous ces calculs-là, qui prennent quand même plusieurs années, hein, vous voyez, début 1731, les géomètres partent de Saint-Gervais. Il faut attendre le 15 septembre 1738 pour que le cadastre soit mis en application. Parce que les calculs sur 3 millions de parcelles, ça prend un peu de temps. Et puis en plus, sous l'Ancien Régime, on aime bien se compliquer la vie. Hein. On n'a rien inventé du tout. Hein. L'administration est très compliquée au XVIIIe siècle. Et voilà, faut pas oublier que déjà à cette époque, on cherche des solutions pour simplifier la lourdeur administrative. Hein. C'est marqué comme ça hein, dans les documents. Donc vous voyez, bon, il y a encore du chemin à faire, mais on n'est pas les premiers à le chercher. Donc, ce que ces calculs-là donnent, c'est ce qu'on appelle un revenu total. Donc l'estimation, dans l'absolu, de la valeur de toutes les parcelles. Ça, c'est la base. Maintenant, de cette base-là, il va falloir trouver comment on va vous faire payer l'impôt. Parce qu'on ne va pas vous faire payer, évidemment, 100% du revenu. Hein. On n'est pas en 2025. Le but, c'est de réaliser un peu des déductions. Petite nouveauté, on commence par une augmentation. Hein, ça aussi, c'est le parallèle avec aujourd'hui. On commence par augmenter la valeur des communaux. En fait, traditionnellement, les communaux sortent du cadastre. Ils ne sont pas dans le cadastre. Dans les premiers cadastres, il n'y a pas les communaux. Et là, l'État s'est dit, ouais, mais bon, dans les communaux, en montagne, il y a du bétail, il y a du colportage, enfin, on fabrique des fromages qui sont vendus à prix d'or en plus, et très loin, parce qu'on les vend jusqu'en France, hein, les fromages qui sont produits ici. Hein. Donc, bon, ce serait quand même dommage que ça ne soit pas taxé, quoi, que ça apparaisse nulle part. Donc, vu qu'on a cadastré les communaux, un beau exemple là, quand on cadastre les communaux,
ben, on calcule leur valeur. Et puis cette valeur-là, en fait, puisque la communauté ne paye pas d'impôt en soi, cette valeur-là, elle est redivisée proportionnellement entre les codes de tous les propriétaires privés. Voilà, donc là, déjà, vous commencez déjà par vous compliquer la vie, mais ça permet de faire rentrer les communaux dans le calcul de la taille. Et puis, bon, bah, quelque part, ça vous fait une contribution pour les communaux que vous utilisez et sur lesquels vous vous enrichissez. Passer cette augmentation, après, on ne fait plus qu'enlever des trucs. Donc, on enlève ce qu'on appelle les immunités. En fait, donc je vous parlais de cette noblesse et de ce clergé qui ont été astreints à payer l'impôt sur le foncier à partir de 1738. En fait, il y avait des petites subtilités. La première chose, c'est que si vous étiez capable de prouver que votre parcelle appartenait au clergé ou était dans un patrimoine féodal avant 1584, vous étiez exempté d'impôt. Voilà. Alors, compliqué, parce qu'en 1730, il y a un bond de 150 ans à faire. Déjà, première chose à comprendre, c'est que les nobles de 1730 ne savent pas lire les documents du XVIe siècle. Déjà, pour nous, c'est compliqué à lire, mais eux, ils ne savent pas le faire. Donc, ils ont recours à des experts, qu'on appelle les commissaires d'extante, qui vont ressortir les documents. En général, ils ne les trouvent pas, ou bien parce qu'ils ont disparu. Au XVIIe siècle, c'est un peu catastrophique, là, ça va. Lorsqu'on les retrouve, bon, on ne sait pas trop de quoi ça parle, parce que allez dire que le petit carré qui est en plein milieu de la carte, il est expressément mentionné dans un acte notarié du début du XVIe siècle. C'est un peu compliqué quand même. Mais voilà, ils montent tous des gros dossiers pour prouver l'ancienneté de leurs biens. Souvent, ils n'y arrivent pas. Les nobles, dans à peu près 75% des cas, leurs demandes sont systématiquement rejetées. Il y a des petits malins, mais le Sénat de Savoie qui instruit les demandes met toujours des petits commentaires. Dans les commentaires, j'ai vu pas mal de choses, genre oui, donc on a bien vu votre parcelle qui est exemptée depuis le XIVe siècle, sauf qu'on s'est aperçu que ça ne peut pas être du latin du XIVe siècle, donc en gros, voilà, nous essayez de nous truander et ça passera pas. Et systématiquement comme ça, ils démontent les biens que tous veulent prétendre féodal. Alors pourquoi 1584 ? En fait, c'est tout bête. C'est parce qu'on veut éviter de laisser exempter d'impôts toute la noblesse tous ceux qui se sont anoblis récemment. En fait, il y a eu des grosses vagues d'anoblissement au XVIIe siècle. Ces gens-là ont acquis des patrimoines, du coup, et tous ces gens-là n'ont pas trop envie qu'ils échappent à l'impôt. Le comble, c'est que souvent ces gens-là se sont anoblis au service de l'État. Donc bon, voilà, c'est finalement assez mal payé. Pour le clergé, c'est vachement plus simple. Au début, les communautés religieuses diront mais vous comprenez, on n'a pas les moyens nous de conserver nos archives correctement. Puis l'État dit non, mais c'est pas grave. On va dire que 1650, ça suffira. Qui reviennent, ah non mais 1650 on n'a rien non plus, ça va être compliqué, et puis en fait à la fin l'État dit non mais pour les cures tout ça on donne l'exemption d'office. Voilà. Donc ce qui fait que les biens du clergé sont pratiquement tous exemptés d'impôts en 1730. Voilà, donc ça c'est pour les anciens patrimoines. Du coup, lorsque des biens sont déclarés d'anciens patrimoines, ils sortent du coup du cadastre, donc il faut qu'on les déduise, il faut qu'on les déduise du calcul de la taille. On enlève aussi les chefs-lieux. En fait, ce qu'on appelle les chefs-lieux, c'est les maisons et les jardins. Parce qu'on part du principe que c'est de la subsistance vitale, quoi. Vous ne vous enrichissez pas en faisant votre jardin, vous essayez de manger, quoi. Donc ça, hop, on le sort aussi du calcul de la taille parce que c'est du minimum vital, quoi. Et on enlève aussi ce qu'on appelle les servis. Les servis, ce sont toutes les redevances, donc il y a la dîme, et tout un tas de redevances qui sont payées en nature ou en argent. Au seigneur local, et puis ces servis sont affectés à une parcelle ou à un groupe de parcelles ou des morceaux de parcelles, là encore c'est toujours très compliqué, mais le but en fait pour l'État c'est que vous ne payez pas deux fois. Vous payez déjà pour le seigneur du coin, il ne faudrait pas qu'en plus de ça on vous assomme une deuxième fois avec ce que demande l'État. Donc en fait le but c'était d'inventorier tous ces servis, de calculer leur valeur, et puis cette valeur-là, de l'enlever du calcul de la taille afin de ne pas alourdir inutilement la charge des contribuables. C'est quand même plutôt vertueux dans l'ensemble. Alors ça, on ne va pas au bout parce que pour le coup, l'État a compris tout seul que c'était impossible, c'était beaucoup trop compliqué. Si vous voulez, lorsque dans un déclaratoire, moi j'ai vu le cas, c'était Patrimoine d'Annecy, je ne sais plus dans quelle communauté, il y a un seigneur qui réclame un 51e d'une poule sur un ensemble d'une centaine de parcelles à peu près. Donc allez calculer la valeur
c'est impossible, quoi. Donc, finalement, l'État abandonne et puis se dit que de toute façon, la valeur des servis est relativement dérisoire, et c'est vrai. Hein, par rapport à la France, on paye finalement très peu de redevances en Savoie. Donc, du coup, on abandonne. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on se retrouve avec un revenu net. Et c'est à partir de ce revenu net qu'on va calculer la valeur le montant de la taille. Alors, accrochez-vous, c'est 1/5 moins 1/76 du revenu net. Ce sera la taille, donc environ 18,4%. Ce chiffre-là, il ne sort pas hein, comme ça du chapeau du roi, hein, ou en tout cas de sa couronne. Le but, c'est la réflexion qu'on a, c'est combien je peux demander pour être sûr que l'argent y rentre, et en même temps que les gens ne se révoltent pas. Voilà. Donc c'est... si vous voulez, on n'est pas au 21e siècle où en fait vous ne payez pas EDF, bon, on vous coupe l'électricité, quoi. Là, ça ne marche pas. Hein. Ça, on ne peut pas le faire parce que voilà, Saint-Gervais, c'est très loin de Turin. Alors, si vous voulez, il y a une communauté qui ne veut pas payer, bon, on envoie l'armée, on les tabasse, on repart avec l'argent au moins. Mais si vous avez 600 communautés qui ne veulent pas payer, vous faites quoi? Vous n'avez pas les moyens. L'État n'a pas les moyens pour réprimer une grosse révolte fiscale. Et Victor Amédée II, il voit bien qu'en France, c'est des bains de sang perpétuels quand il faut essayer de faire payer l'impôt aux gens. Donc il se dit, voilà, si je demande un peu moins de 20%, je sais que c'est acceptable, parce qu'à 20%, les gens les payeront. Au-dessus, je prends des risques. En dessous, je perds de l'argent. Voilà. Donc il y a des gens, c'est leur boulot hein, de calculer ça. Hein. C'est de se dire, voilà, combien on peut espérer prendre, mais il faut que ça reste juste. Voilà. Et ça finalement, c'est une grande avancée du cadastre. C'est de se dire, il faut que ce soit juste. C'est encore plus juste parce qu'en fait, à la fin, on va l'ajuster. Hein. En moyenne, Saint-Gervais, c'est plutôt 24,8 et 25,2 à Saint-Nicolas. Parce qu'on s'est aperçu avec ce système très carré que en fait on a surchargé fiscalement les communautés des avant-pays parce que c'est celles qui vivent le plus de l'agriculture et paradoxalement c'est celles qui sont les plus pauvres. Donc l'État s'est dit on ne peut pas faire ça parce que alors là on va avoir des problèmes. Du côté de l'actuelle Bellegarde, hein, il y a des communautés qui ont eu 700% d'augmentation, hein, donc c'était un peu difficile à encaisser. Du coup on a fait des équilibrages, on a enlevé une partie de la taille dans les avant-pays, donc Genevois, Chablais et Savoie, et on les a rajoutés sur les territoires de montagne, Faucigny, Tarentaise, Maurienne, où il y a quand même plus de richesse. Voilà, c'est pour ça que finalement, de 18,4%, ils payent 24-25%. Je passe très vite sur les résultats du cadastre, juste pour vous montrer un petit truc. Les deux cercles sont proportionnels, c'est en gros le revenu imposable à gauche avant 1738, donc avant le cadastre, et le revenu imposable après. Donc ce que vous apercevez, c'est qu'avant, l'essentiel de l'impôt sur le foncier portait sur les roturiers, donc les paysans et les non-paysans, 7 millions de livres à peu près, et le reste c'était en gros une partie de ce que devait la bourgeoisie. Et c'est tout. Après 1738, le revenu imposable augmente, hein, manifestement, mais les roturiers contribuent à moins. Il y a 1 million de livres en moins qui est payé par les roturiers. Voilà. Donc, pour les paysans, l'impôt s'allège. Ça, c'est la première chose à retenir. Les bourgeois, un peu moins, parce que ça double. On rajoute la noblesse, hein, presque 1 million de livres. Le clergé, pratiquement pas, mais c'est anecdotique. Et la valeur des communaux en plus. Donc, ce qu'il fallait démontrer, c'est que le cadastre est effectivement un outil qui a permis d'ajouter de l'équité fiscale. Voilà. Et c'est un document qui est juste. Et voilà, dans une dernière partie, finalement, au-delà de ces aspects fiscaux, à quoi a servi ce cadastre? Parce qu'une entreprise pareille où on réalise des plans énormes, hein, avec des moyens humains énormes et des moyens financiers énormes aussi, hein, mais ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que finalement, ça ne représente pas quelque chose d'un peu démesuré juste pour faire rentrer de l'argent? Pour vous donner un ordre d'idée, la taille, en Savoie, ça fait rentrer 1 million de livres dans les caisses de l'État, c'est dérisoire. 1 million de livres, ça ne fait même pas 1% du budget de l'État par an, quoi. Donc, la question qu'on se pose quand on est historien, c'est de se dire, mais tout ça pour ça, quoi. Alors, tout ça pour ça, oui et non, en fait. Donc, il y a l'aspect fiscal, c'est prédominant, mais ça permet aussi de faire d'autres choses. Ça, ce que je vous montre là, c'est un aspect du cadastre qui va justement au-delà de l'aspect fiscal. Donc vous retrouverez chez vous Saint-Gervais, Saint-Nicolas, les Ouches qui font partie de Chamonix.
Ceci est en fait une carte militaire. C'est une grande carte militaire qui a été faite en 1737 et qui est en fait ni plus ni moins que la réduction 48 fois de toutes les maps. Voilà. On s'est dit, bah, si on assemble toutes les maps ensemble, est-ce que finalement, ça ne nous fait pas une grande carte, quoi? Une grande carte qui est très pratique, sur laquelle il y a, il y a déjà toutes les maisons, il y a les ponts, tous les endroits où potentiellement on peut accueillir une garnison, barrer une route, empêcher les Français de monter, par exemple, au hasard. Et voilà, une carte sur laquelle on représente plein de choses. C'est pour ça que sur le cadastre, on représente plein de choses qui n'ont rien à faire dans un cadastre, puisque c'est exempté d'impôts. Les glaciers sont exemptés d'impôts, par exemple. Les églises, les ponts, les routes, les chemins, tout ça n'a finalement rien à faire dans un cadastre fiscal, puisque, précisément, il n'y a pas d'impôt dessus. Si on veut tout montrer, si on veut vraiment tout faire rentrer sur ces documents, c'est parce qu'on veut voir d'autres choses. Voilà. Et donc, c'est un peu là-dessus que je veux vous emmener pour terminer cet exposé. Voilà, donc là, donc ça, c'est l'échelle de la montagne de Miage, tout près d'ici. Je vous ai dit, les communaux, ils n'étaient pas dans le cadastre. Donc là, on les fait rentrer intentionnellement. On a tous les chalets, bon, il y a un petit peu de parcellaires privés, hein, mais tout le reste sont des grands communaux. Et voilà, il y a un besoin vraiment de contrôler le territoire. Ce contrôle du territoire, il va aussi avec un besoin primordial de l'État, c'est de contrôler ce qui se passe dans les communautés. Les communautés d'habitants, aux yeux de l'administration, sont un peu trop indépendants, un peu trop autonomes. Alors ils sont autonomes de fait parce que Saint-Gervais, c'est loin de Bonneville, et d'ailleurs Bonneville, c'est loin de Chambéry, et c'est très très loin de Turin. Donc pour l'État, ce qui se passe dans les communautés, c'est très nébuleux, quoi. En plus, ils font leur petite sauce entre eux, ils élisent des syndics, certes, mais bon, c'est eux qui gèrent un peu tout ce qui se passe. L'État n'aime pas l'autonomie. Hein. Ça aussi, hein, c'est encore le cas d'ailleurs. On n'aime pas les gens qui sont trop autonomes. Et au XVIIIe siècle, c'est déjà comme ça que ça se passe. Et de faire un cadastre sur lequel on représente tout, c'est en fait une très bonne idée puisque ça vous oblige à y avoir recours pour tout et rien. Et puis au moins, ça permet à l'administration de savoir ce qu'il y a chez vous. Parce qu'avant 1738, qui aurait pu savoir qu'il y avait autant de chalets dans la montagne qui sont potentiellement autant d'endroits où il y a du bétail qui passe, où il y a peut-être du commerce aussi, on fabrique, où on crée de l'argent. Voilà. Donc c'est primordial pour l'État de contrôler les biens communaux. Parce que ça permet aussi de savoir plein de choses. Lorsque l'intendant fait des recensements pour la gabelle au hasard, et qu'on voit que, c'est marrant, ils ont déclaré que 50 vaches alors qu'ils ont plein de chalets dans la montagne. Il se passe quoi là-haut en fait, voilà. Donc pour les fraudes fiscales, rien de mieux qu'une carte, hein, pour essayer d'être un peu cohérent. Et tout ça est pensé par l'État. Hein. On commence déjà par mettre des gens de l'État sur place. En 1738, on fait une réforme des communautés d'habitants qui est mise en place le même jour que le cadastre, où on va demander déjà de rigidifier un peu ce qui se passe dans le conseil paroissial, le syndic et ses conseillers, et puis en sachant en plus que chez vous, il y a un conseil paroissial assez ancien, hein, mais dans la majorité des paroisses et surtout dans les avant-pays, il y a juste un syndic, hein, et c'est tout, qui gère un peu comme il peut. Donc ces gens-là, le conseil paroissial va être assisté, ou plutôt va être encadré par ce qu'on appelle un secrétaire. Secrétaire, c'est systématiquement un notaire, et donc lui, il va avoir à charge de regarder toujours par-dessus l'épaule du syndic et des conseillers pour voir ce qu'ils font. Voilà. Et puis d'aller tout répéter à l'intendant, évidemment. Donc l'idée, c'est de prendre un notaire, si possible, qui n'est pas en guerre avec la paroisse d'à côté, parce que voilà, il faut des gens qu'on peut quand même faire rentrer dans les paroisses, quoi. Donc ici, c'est maître Hortenier, Alexandre François, donc, qui habite à Saint-Gervais, qui est châtelain de Saint-Gervais, de Saint-Nicolas et des Contamines. Donc voilà, c'est lui qui devient secrétaire pour ces trois paroisses. On sait qu'il habite sur place, on sait qu'il est à un quart d'heure de Saint-Nicolas-de-Véros et à 1h30 des Contamines. C'est important de noter ça, parce que s'il y a un problème, il faut quand même quelqu'un qui soit assez proche. On les prend jamais plus de 2 à 3 heures, quoi. Par exemple, pour Chamonix, celui de Chamonix est à 2 heures de Valorcine, mais c'est à la limite, quoi. Et donc ce secrétaire aura pour but de vérifier tout ce qui se passe dans la communauté, d'encadrer la communauté d'habitants et de vérifier que la communauté utilise bien le cadastre lorsqu'elle prend des délibérations. Voilà.
Donc, bon moyen de tenir tout le monde. On veut également savoir, grâce à cette réforme, qui est à la tête des communautés d'habitants, donc le syndic et ses conseillers. Alors on est très carré là-dessus. Pour Saint-Nicolas, donc en 1738, le syndic s'appelle Jean-François Bouvard, il a 63 ans et il a 5000 livres de biens. Pour vous donner un ordre d'idée, au XVIIIe siècle, une famille normale, un parent, enfant, plus 2-3 personnes autour, vivent très correctement avec 200 livres par an de revenus. Voilà. Donc là, quand on parle de quelqu'un qui a 5000 livres de revenus, c'est déjà des monstres, hein, les bonhommes. Hein. Et ils ont tous, à chaque fois, voilà, il y en a un, il y a un conseiller, François Feu Joseph Revillot, il a 8000 livres de biens. Il y a beaucoup de bourgeois, de marchands bourgeois qui n'ont pas ce patrimoine-là. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Toujours avoir bien à l'esprit que les niveaux de fortune n'ont rien à voir avec le statut social. Hein. Rien à voir, hein, parce que ces gens-là sont tous des roturiers et paysans, quoi. Mais ce sont des gens qui ont une capacité fiscale qui est très très importante. Pourquoi on veut savoir ce qu'ils ont dans les poches? C'est parce que si jamais la communauté ne veut pas payer l'impôt, parce qu'ils se révoltent ou disent non, bah, moi la taille je ne la paye pas, l'État veut quand même s'assurer que l'argent arrivera dans les caisses. Donc on sait que ces gens-là sont solvables. Et d'ailleurs, à eux tous, ils dépassent largement le montant de la taille. Et après, à eux de se débrouiller à récupérer leur mise. Vous noterez que pour Saint-Gervais, les patrimoines sont un peu plus ramassés quand même. Par contre, important à noter, généralement, ce sont des personnes assez âgées. Hein. On vit rarement au-delà de 70 ans au XVIIIe siècle. Les conseillers sont plutôt âgés. Et un parallèle assez intéressant que j'ai fait, parce que cette enquête-là, je l'ai pour tout le Faucigny. Le parallèle assez intéressant que j'avais fait, c'est qu'en montagne, les conseillers sont vieux et riches, et dans les avant-pays, ils sont jeunes et pauvres. Voilà. Bon, alors pourquoi? Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. À noter quand même le fonctionnement. En fait, donc vous êtes syndic et pour une année. L'année d'après, vous sortez du conseil et c'est le conseiller le plus ancien qui prend votre place et ensuite, hop, un nouveau rentre à votre rentre et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque année, au bout d'un moment, quand vous êtes là, quelques années plus tard, vous serez syndic, quoi, et ainsi de suite. Donc celui qui sort, hop, il disparaît. Parfois, on s'aperçoit que le neveu vient à sa place, etc. Donc, il y a des stratégies hein, dans les communautés, ça c'est évident. On ne l'a pas inventé non plus. Mais voilà, grâce à cette documentation-là, on le voit. Et en fait, si l'État n'avait pas réalisé un cadastre dans lequel on veut tout savoir, eh bien, cette documentation-là, elle nous aurait peut-être échappé. Voilà. Et en plus de ça, les intendants du Faucigny sont des gens excessivement procéduriers qui veulent tout savoir. Donc, ils ont fait plein d'enquêtes qui ont toutes été conservées. Et du coup, vous avez un très bel ensemble d'archives là-dessus. Hein. Parce que là, je parle des conseillers, mais il y a les mêmes enquêtes pour les récoltes. Savoir, est-ce qu'il n'y a pas une communauté où on a fait plus de récoltes que d'habitude? En plus, on voit dans le cadastre qu'il y a beaucoup de champs. C'est normal que les récoltes soient si basses alors que l'année est bonne et ainsi de suite. Et ils veulent tout savoir. Ou l'intendant, il y a une enquête de 1773, je crois, où l'intendant dit, bon voilà, j'ai vu dans le cadastre qu'il y a tant de moulins, tant de scieries, enfin en gros, tant d'endroits où on crée de la richesse. J'aimerais savoir s'il y en a toujours autant. Est-ce qu'il n'y en a peut-être pas plus qu'avant, qui nous aurait peut-être échappé au hasard. Voilà, faites-nous un état des scieries, des moulins. Donc il y a une grande enquête comme ça pour dire dans toutes les communautés, bah, on n'en a pas, oui on en a deux, oui il y en avait une sur le cadastre, maintenant il y en a trois, et ainsi de suite. Même chose pour les communaux. Est-ce qu'il y a toujours autant de communaux qu'avant? Est-ce qu'on ne peut pas les mettre un peu en valeur? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les vendre aussi en partie pour enrichir la communauté? Voilà. Parce qu'il y a encore tout un autre débat autour des affranchissements, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et ils veulent même savoir, parce qu'ils payent la taille, on connaît les entrées d'argent de la communauté, les dépenses, et même ça, ils doivent le justifier. Donc, pour Saint-Gervais, ce qu'ils expliquent, c'est en 1760, je crois, on ne saura établir quelle somme en argent est entrée dans cette paroisse que par le détail de celle qui en est sortie. Voilà, il faut toujours dire qu'en fait, c'est la misère. Tant pour la taille, les impositions ordinaires, extraordinaires, il y a beaucoup d'impôts extraordinaires. Vous savez que vous devez payer qu'une fois, puis en fait, après, vous les payez tous les ans.
la taxe des 145 balles de sel, donc ça c'est la gabelle, l'achat des vins nécessaires pour l'entretien de quelques habitants. Bon, ils achètent beaucoup de vin, hein, en fait, hein, on boit très peu d'eau au XVIIIe siècle. L'emplette des choses nécessaires aux familles, le paiement de 558 livres d'intérêt, c'est très précis, hein, pour raison des capitaux dont la paroisse se trouve constituée en faveur de divers créanciers étrangers. Il y a, voilà, ça c'est le commerce avec, notamment avec l'Italie et la France. Cette somme sortie se paye en partie avec des deniers provenant de la vente de beurre, de fromage que font les habitants dans les marchés voisins. Partie des sommes provenant de la vente des bestiaux, les veaux, les génisses et les moutons qui se nourrissent chaque année dans le lieu et par la vente de quelques octanes de froment, surtout pas trop, et de quelques sommes qu'apportent au moyen de leurs épargnes les particuliers qui sont dans les pays étrangers, comme domestiques, gagne-deniers, journaliers ou négociants. Voilà. En gros, c'est-à-dire finalement quel est l'état de santé économique de votre paroisse. On veut tout savoir. À tel point, il y avait Montesquieu qui avait fait un voyage dans les années 1760 justement à Turin, et lorsqu'il revient en France, il revient à la cour et il dit non mais quel pays de fou quoi, on veut tout savoir sur vous, il n'y a jamais moyen d'être tranquille, comment font les gens pour vivre là-bas quoi. Et ben voilà, donc, alors, au moins ça fait le bonheur des historiens, parce qu'on a toujours plein de choses à raconter. En France, ils aimeraient bien qu'il y ait tout ça, parce que ce type d'enquête, ça arrive à 2 pas de la Révolution en fait. Hein. Précisément parce qu'ils ont vu que chez les voisins, il y a une grosse machine administrative. Voilà. Dernier petit point, il y a aussi un besoin en fait, de conserver le cadastre, ce qui n'était pas prévu. En fait, ces documents-là, donc il y a une map originale qui est dessinée sur le terrain par le géomètre. Cette map originale, elle est conservée précieusement à Chambéry, et à partir de cette originale, on fait 2 copies. Il y a une copie qui est envoyée à Turin pour faire joli, donc c'est l'exemplaire que tout le monde connaît en fait, hein, qui est revenu ensuite aux archives départementales et qui est numérisé sur le site des archives. Voilà, donc ça c'est le document que tout le monde connaît, c'est la copie qui était à Turin. Et puis il y a une deuxième copie qui était envoyée dans les communautés. Cette copie-là, très vite, elle est inutilisable parce que les maps, enfin vous voyez les documents quoi. C'est ingérable pour les communautés. Pour vous donner, pour la petite histoire, moi, personnellement, j'ai eu la chance de dérouler celle de Passy qui fait 5 mètres sur 8. C'est un enfer, hein, c'est un véritable enfer. Il faut être 3, c'est très compliqué, on ne comprend rien. Enfin, sans marcher dessus, vous n'avez aucune chance de voir ce que vous voulez. Celle de Chamonix, elle fait 10 mètres sur 6. Voilà. En 1740, soit une année après l'avoir reçu, le conseil paroissial de Chamonix dit « Non mais stop, on ne peut pas gérer ça, c'est impossible, elle est déjà dans un très mauvais état. » il faut la faire refaire. Donc on fait refaire les maps, mais sous forme d'atlas avec plein de feuilles. C'est ce que vous avez là en fait. Alors ça c'est une copie de 1831, mais vraisemblablement ces documents-là avaient déjà été refaits une fois dans les années 1750 pour ce qui concerne Saint-Gervais et Saint-Nicolas. Donc, à grands frais, hein, c'est des fois la moitié du budget de la paroisse de l'année qu'on met pour refaire ces documents. Donc, c'est une somme très importante. Ce qui pose aussi question, c'est de se dire, en fait, les communautés, ça les arrange bien d'avoir ça. Puisqu'elles les font refaire, et elles font refaire avec beaucoup d'argent, quoi. Et on a un besoin de les conserver. Donc, il y a un inventaire de 1776, là encore, hein, c'est l'intendant qui met le nez dans les communautés, qui dit « Je veux savoir ce qu'il y a dans vos archives ». Donc, on s'aperçoit que dans toute la partie vraiment en montagne du Faucigny, donc le pays du Mont Blanc, et puis également autour de la vallée du Gifre, les communautés ont créé des locaux spéciaux pour mettre leurs archives. Ils ont fait une maison commune avec un local pour les archives, ce qui est nouveau. Historiquement, les documents, ils sont dans l'église, hein, parce que normalement, c'est le dernier bâtiment qui brûle s'il y a un problème. Alors, c'est encore le cas, hein, vous remarquez, Passy, Samoin, Cordon, par exemple, les documents, non pas Megève, mais Flumet, les documents, ils sont conservés dans l'église, dans un coffre où il y a 3 clés, vous savez, le truc, une clé pour le curé, une pour le syndic, une pour le châtelain, si tout va bien. En général, il n'y a jamais les 3 clés. Et puis, vraiment en montagne, on a créé des locaux, et puis dans les avant-pays, c'est le secrétaire qui garde les documents, qui garde le cadastre avec lui, parce qu'en fait, c'est le seul qui est capable de le conserver, quoi. Voilà. Et puis le cadastre il sert beaucoup chez les notaires, donc souvent ça les arrange bien de l'avoir chez eux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce document-là est devenu, alors que ce n'était pas prévu pour le coup, hein, est devenu en fait un document qui arrange bien les communautés d'habitants, parce que c'est le document sur lequel elles ont accès à tout aussi. Et elles peuvent montrer ce qu'elles ont. Là, il y a une fontaine, elle n'est pas sur la communauté d'à côté, elle est bien marquée chez nous. Là, il y a un alpage qui est marqué à la côte de la communauté, pas celle du seigneur. C'est un moyen pour la communauté de montrer ses droits.
Voilà, donc c'est quelque chose d'assez important. Et pour terminer, hein, quelques exemples, puisque j'en avais vu chez vous, lorsque en 1700, donc au milieu du XVIIIe siècle, les contamines se séparent de Saint-Nicolas, la première chose qu'elle fait, que cette nouvelle communauté fait, c'est aller demander à Chambéry un extrait de la map de Saint-Nicolas pour qu'ils aient leur propre map à eux. Donc ça, c'est conservé aux archives départementales à Annecy. Donc voilà, ça a le même format donc c'est en plusieurs feuilles. Et la communauté des contamines, qui est toute fière d'être indépendante, marque, voilà, maintenant on a notre cadastre à nous, ils ont leur cadastre, leur map, leur livre de délibération, et en fait, voilà, c'est l'indépendance de la communauté d'habitants se fait grâce à ce document-là, en fait. Lorsque les Ouches se séparent de Chamonix, ils font exactement pareil, et ainsi de suite. Toutes les communautés qui naissent après le cadastre, la première chose qu'ils font, c'est demander à avoir leur propre map à eux, voilà, pour montrer qu'ils ont leur document, que c'est chez eux, voilà, et sûrement pas chez les voisins. En conclusion, pour l'historien, en fait, ce document-là, en gros, c'est irremplaçable. Alors, je parle surtout pour les avant-pays parce que c'est là qu'ils ont peu de documents en fait, mais ça permet d'avoir un regard assez complet sur les communautés pour le XVIIIe siècle. Alors vous, ici, évidemment, vous avez de la chance parce que vous avez beaucoup de documents déjà d'avant le cadastre, mais ça donne voilà, une base importante pour compléter. Et voilà, c'est ce que j'entendais en introduction, ça permet de lever des doutes des fois. Et je pense que le cadastre est irremplaçable à ce niveau-là. Et sans doute qu'en France et même ailleurs en Europe, ils auraient bien aimé avoir ça. Hein. C'est pas qu'ils n'ont pas eu l'idée, hein, c'est qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout, pour tout un tas de raisons, et notamment politiques. Mais voilà, ce cadastre-là est quand même une source de données voilà, vraiment très très importante. Et sur laquelle on peut se fier. Alors, bien entendu, il faut l'utiliser avec prudence parce que c'est un cadastre qui répond à une commande, un besoin de l'État, et donc on ne peut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, si on se penche un peu dedans et qu'on gratte vraiment, on s'aperçoit qu'il est truffé d'erreurs. Mais pas des erreurs au sens, voilà, une bourde qui a été faite par le géomètre, il y en a, mais pas que. Il faut bien avoir à l'esprit que derrière ça, il y a il y a toute la société qui est en tension derrière. Il y a la communauté d'habitants qui veut tirer la couverture de son côté, la noblesse, le clergé également, les bourgeois, les propriétaires privés, enfin tout le monde un peu essaye de négocier. Le XVIIIe siècle, c'est un monde dans lequel on négocie tout le temps, tout pour tout et n'importe quoi. Le géomètre, il est au milieu de ça, perdu dans sa montagne, en plus il n'est pas du coin, il ne comprend rien. Voilà, il y a la moitié de la communauté qui lui tombe dessus, bon il fait quoi? Il écoute. Voilà, faut rester un peu lucide quand même. Mais gardons quand même à l'esprit que dans l'ensemble, c'est un document qui est très fiable. Voilà, ça, voilà. Ne repartez pas d'ici en vous disant que ce qu'il y a là-dedans ne vaut rien, hein, mais voilà, il faut être prudent. Avec tous les documents d'histoire, il faut être prudent. Pour l'administration du XVIIIe siècle, déjà, c'est un super outil parce que, en fait, c'est gagnant-gagnant. Ça permet d'asseoir l'impôt sur des bases solides et assez saines. Hein. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il n'y a aucun problème pour récolter la taille jusqu'à la Révolution. Ça roule super bien. Donc, c'est un document qui a abouti et qui a bien fonctionné. Mais ça permet aussi, du coup, de serrer un peu la vis avec les communautés d'habitants, de savoir un peu tout ce qui se passe chez tout le monde. Et voilà, finalement d'avoir une sorte de grand inventaire en fait, hein, des territoires. Et ça, c'est peut-être le document qui manquait à Turin. Et bon, alors c'est géré depuis Chambéry, hein, mais voilà, il y a une vraie base de données sur laquelle s'appuyer. Et pour le début du XVIIIe siècle, ça n'a pratiquement aucun équivalent en Europe, pratiquement aucun. Et pour les communautés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un bon outil parce que finalement, ça leur permet d'enregistrer leurs droits. Voilà, il y a, au Moyen-Âge, notamment en Italie, il y avait des communautés qui faisaient ça, qui listaient leurs droits et qui faisaient signer par tout le monde. Bon, bah là, avec le cadastre, on a un équivalent au XVIIIe siècle dans lequel il y a tout. Il y a tout ce qui, en fait, tout ce qui appartient à la communauté. D'ailleurs, il y a une cote spécifique des biens de la communauté. Et ça donne, en fait... alors d'un côté, le cadastre a un peu réduit l'autonomie des communautés d'habitants, mais en même temps, ce cadastre-là, par un biais détourné hein, d'ailleurs,
a permis finalement un renforcement de leur existence, quoi. Pour moi, c'est ce que j'avais un peu développé dans ma thèse, pour moi le cadastre c'est la première étape vers l'identité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité communale, quoi. C'est la première expression de ça, parce qu'ils y sont très attachés à leur cadastre. Et ils y sont tellement attachés que, bon, vous voyez, 100 ans plus tard, ils le font refaire, alors que 100 ans après, je vous garantis que le parcellaire n'a plus rien à voir, hein. Mais ils le font refaire parce que voilà, c'est devenu un élément de leur patrimoine, et un élément majeur, hein, de leur existence finalement, hein. Là, on est au début du 19e siècle, on est encore très loin d'aujourd'hui, hein. Donc ce cadastre, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il parle un peu à tout le monde ici, c'est parce qu'il est issu, hein. Il a eu une très belle postérité. Alors il a eu une très belle postérité d'abord et surtout parce que le cadastre français met très longtemps à se mettre en place, hein. Il faut attendre dans les premiers 1860, hein. Ugine c'est 1945, hein. Donc voilà, le cadastre sarde, il a eu une très longue vie en Savoie, mais aussi parce que justement, voilà, c'est un document un peu fascinant, quoi. Et voilà, vous voyez, donc ça fait presque 2 siècles, hein, presque, ça fait au moins 150 ans, quoi. Donc vous voyez, c'est quand même très important, quoi. Voilà, et donc je termine, donc ça c'est Notre-Dame de la Gorge, hein. Encore, hein, des éléments qui n'ont rien à faire sur un cadastre, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impôt, hein, pour l'église, ni pour la rivière, ni pour la gravière qui est au milieu, hein, voilà. Tout ça échappe au cadastre, mais voilà, c'est pour vous montrer que d'un document finalement fiscal, on en a fait tout un grand ensemble, et c'est ce grand ensemble qui est très intéressant pour vous et en fait pour tout le monde, hein, à étudier. Et donc voilà, n'hésitez pas à avoir recours au cadastre quand même, avec toutes les petites précautions que je vous ai mis avant. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Au moment où ils ont fait le cadastre, il devait quand même exister des limites sur les terrains privés. Ce qu'on voit chez les notaires, parce qu'en fait, les notaires, c'est le bon complément. Ce qu'on voit chez les notaires, c'est que les gens savent où sont les limites, mais il y a très peu d'éléments physiques, il y a très peu de bornes, si vous voulez. Non, mais pratiquement pas de bornes. Ce qu'on voit chez les notaires, lorsqu'ils se vendent une terre, ils disent, bon voilà, là il y a un fossé qui sert de limite, là il y a un piquet, là il y a un arbre un peu tordu en forme de banane, ou ça sert de limite. Et en fait, ce qui compte chez les notaires, c'est que le vendeur et l'acquéreur savent à peu près de quoi ils parlent. Voilà. Donc les gens entre eux savent de quoi ils parlent, ça évite pas sans doute des guerres incessantes entre tout le monde, parce que ça je pense pas qu'on l'ait inventé nous, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a très peu de limites, voilà, du type une borne comme nous on connaît aujourd'hui, et comme en fait elles se sont multipliées au 19e siècle. Voilà, là je parlais des bornes là, pour le tour des communautés au 18e siècle. Pour le coup, le cadastre français au 19e siècle va multiplier les bornes dans les parcelles privées. Ça existait, mais c'était plutôt anecdotique. Voilà. Là, en fait, ces gens-là ont un rapport à la limite qui est assez différent du nôtre. C'est toujours ce que je disais, quoi. Il y a un flou, alors il n'y a pas 20 mètres de flou, hein, mais il y a un petit flou qu'en fait on entretient parfois en se tapant dessus. Les 3/4 du temps, sans doute, ça se passe bien. Mais voilà, le but, c'est juste de se mettre d'accord. Et sur le cadastre, c'est la même chose, parce que ce que vous représentez, c'est ce que vous allez payer. Donc vous êtes aussi des fois tout content de rajouter un petit morceau sur le voisin. Après, voilà, c'est toujours vous qui exploitez, mais hop, on a rajouté une petite encoche qui est au voisin. Ça, on le voit, hein, dans les procès, hein. On dit non, mais là, il y a une angouenne, hein, ils appellent ça comme ça, il y a une angouenne sur le cadastre qui n'est pas à moi, voilà, mais on me l'a faussement donnée. Ce qu'il faut retenir, puisque je suis là-dessus, au moment où passent les géomètres, les propriétaires étaient obligés d'être sur le terrain pour dire bah oui, c'est bien chez moi, parce que l'État partait du principe que s'il y a le propriétaire, il n'y avait plus de problème. Dans la pratique, les gens ne se déplacent pas, ou très peu, ou pratiquement pas, à tel point que des fois, ils traversent des villages entiers avec des maisons vides. Donc les gens ne viennent pas. Même chose, on peut se dire, ils jouent pas le jeu, quoi. C'est pas qu'ils jouent pas le jeu, c'est qu'ils attendent. Ils savent pas ce que l'État vient faire, là. Ils savent pas trop. Donc ils attendent. Ils s'y opposent pas. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de grosses manifestations, quoi. Mais bon, on fait rien pour les aider non plus, quoi. On laisse un peu faire, et puis advienne que pourra. Mais bon, bah, le résultat, c'est que ça marche, hein. Avait-il prévu d'actualiser les cartes ? Oui, en fait, ils avaient pensé à tout, ils avaient sûrement pensé à trop de choses, et ça a été sans doute pour moi là la plus grosse limite du cadastre, parce qu'effectivement, c'est une photographie. Et c'est une photographie qui est même déjà fausse, en fait, parce que alors moi j'avais travaillé beaucoup sur le registre de tabellion, donc les ventes de parcelles, enfin c'est les registres des notaires.
sur Albi, donc près d'Annecy, là, je m'étais aperçu dans un petit territoire quand même, hein, autour d'Albi, qu'entre le moment où les géomètres arrivent et le moment où ils repartent, il y a le moment où le cadastre est mis en vigueur, il y a eu déjà 250 ventes. Donc il y a déjà au moins 250 erreurs. Voilà. Dommage. Voilà. Donc c'est une photographie, mais bon, et en plus de ça, je vous explique pas, lorsque vous vendez un morceau, vous ne vendez pas un numéro de parcelle, hein, vous vendez toujours la moitié d'un ou le tiers d'un de tel côté, plus un autre morceau d'un autre. Donc, en fait, cette photographie est amenée à être fausse dès sa sortie. Mais l'État avait trouvé la parade en mettant en place ce qu'ils appelaient un livre journalier, un livre de transport. Le livre journalier, c'était en fait, donc vous allez chez le notaire, vous vendez une parcelle. Le notaire va faire son acte, qu'il va mettre dans sa minute, il va en faire un double, qu'il va déposer au tabellion, donc, parce que c'est taxé hein, au passage, et en fait il va en faire un triple, qui va mettre dans le livre journalier pour dire telle parcelle, elle n'est plus à la cote d'un tel, elle est passée à la cote de tel autre. Et ainsi de suite tout le temps. Très vite, les notaires, bon déjà, ils en avaient un peu ras la casquette d'écrire toute la journée. En plus, il faut écrire déjà un double pour le tabellion. Il y a l'État qui vérifie quand même que c'est bien déposé au tabellion tous les 60 jours. Donc, ils se forcent à faire ce double-là. Et puis, très vite, ils se sont aperçus que dans les communautés d'habitants, que le journalier soit rempli ou pas, en fait, tout le monde s'en fichait un peu, quoi. Donc, très très vite, on arrête de remplir le journalier. Donc déjà, la source d'erreur. Ouais. Mais est-ce qu'il est rempli Est-ce qu'il y a tout Est-ce qu'il y a tout? Je peux pas le dire. Voilà. Et ça aussi. Mais il y a un gros journalier. Voilà, parce que moi, des journaliers, j'en ai épluché une centaine. En fait, ils sont très bien remplis jusqu'à l'occupation espagnole, donc en 1742. Après, hop, on n'en entend presque plus parler. Et dans les années 1760, lorsque l'État commence à remettre son nez dedans, hop, les notaires ils recommencent à remplir des trucs. Des fois, ils remplissent plusieurs années de suite. Ils refouillent dans leurs minutes. Parce qu'en fait, ils avaient des amendes hein, s'ils ne remplissaient pas. Donc ils se forçaient un peu à le faire. Dans l'ensemble, ça marche quand même pas très bien. Et en fait, le livre de transport, lui, donc c'était classé par propriétaire de 1738. Et on marque, voilà, hop, tel numéro, à telle date, il sort de la cote, il passe à la cote d'un tel, et ainsi de suite. Ce qui permettait théoriquement de toujours s'y retrouver. De dire, bon, voilà, telle parcelle, aujourd'hui, on sait qu'elle appartient à un tel. Alors dans la communauté, tout le monde sait, hein, puisque les gens savent, non, ce morceau il a été vendu. Donc lorsque l'exacteur, donc celui qui fait le tour de tout le monde là pour récupérer l'argent, il sait qu'en fait il faut aller rajouter un petit peu à un tel. C'est très compliqué, mais entre eux ils le savent. Mais pour l'État, ça commence à devenir un peu nébuleux. Et croyez-moi que les notaires en 1738, ils se fichent pas mal que des historiens dans 300 ans qui essaieront de reconstituer leur quotidien, quoi. Donc en fait, le cadastre, on sait que dans les années 1750, il est pratiquement faux en totalité, et l'État le sait. Les intendances font déjà des rapports à Chambéry en disant non, mais le cadastre, c'est une catastrophe. En fait, lorsque les Espagnols repartent en 1749, les intendants, ils se remettent sur leur bureau qu'ils avaient abandonné 8 ans plus tôt, ils rouvrent les dossiers, ils disent bon, allez, on en était où? Ça se passe vraiment comme ça. Hein. Et ils commencent par le cadastre et ils disent oh, mais là, c'est ingérable, quoi. Et c'est devenu ingérable. Alors bon, on sait que finalement l'argent il rentre quand même, donc on laisse faire. Dans les années 1780, il y a une tentative de l'État pour se dire est-ce qu'on ne referait pas complètement le cadastre? Très vite, ils se rappellent de comment ça s'était passé 50 ans plus tôt, on n'a pas les moyens, donc ils abandonnent. C'est ça aussi qui est fascinant, c'est que lorsque la communauté de Saint-Gervais fait refaire ça 100 ans plus tard, ils mettent un pognon fou, hein, parce que croyez-moi que ça vaut très très cher, ils mettent un pognon fou pour copier un document qui est faux. Et ils le savent. Voilà. Donc c'est fascinant ça. C'est fascinant. C'est le 19e siècle. Hein. Mais voilà, ils savent très bien qu'ils sont en train de copier un truc qui est faux. En plus, ils le connaissent, le parcellaire, donc ils voient bien que ça n'a plus la même tête, quoi. Mais ils le font quand même. Et c'est ça, en fait, moi je trouve qui est paradoxal et qui est vraiment très intéressant dans ce cadastre. C'est ce besoin qu'on a eu, en fait, à représenter ça. Et moi, je pense que cette question des mutations, et de l'actualisation, elle est vraiment symptomatique d'un document qui est trop en avance sur son temps. Parce qu'en fait, on a voulu, avec un truc très rigide, comme on le fera au 19e siècle, représenter un système qui est très mouvant.
où le rapport au foncier n'est pas le même que le nôtre. Déjà, au XVIIIe siècle, on achète, on vend de la terre tout le temps. On est sans arrêt chez le notaire. Donc, voilà, on est toujours chez le notaire, on est toujours en train de vendre ou acheter un truc parce que la terre, c'est le capital. Les années où ça va bien, on en achète, quand ça va mal, on en vend. Et on fait l'équilibre comme ça. Vous savez bien que du coup, dans un cadastre très rigide avec un plan, ça peut pas tenir, quoi. Donc le cadastre a sans doute un petit siècle d'avance sur son temps, en fait. C'est à la fois le génie et en même temps la limite. Voilà. Pourquoi y a-t-il une tête de mort sur le cadastre de Saint-Gervais au niveau du cimetière? Alors, c'est probablement un petit rigolo. Alors moi, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Je l'ai vu qu'au jet, je crois aussi. C'est d'ailleurs peut-être le même qui a dessiné la copie. Le cimetière, c'est le lieu en fait où se passe la vie politique de la communauté. Donc sur le cadastre, c'était important que ça soit quand même défini que cette parcelle-là, on sait que c'est le cimetière. Donc là, voilà, vraisemblablement, ce petit rigolo s'est dit, bon, je vais mettre une tête de mort, comme ça se verra bien que c'est le cimetière. C'est assez commun, le cimetière autour de l'église, mais au moins c'est bien marqué. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que ce petit rigolo-là, il n'est pas allé sur le terrain, parce que la copie, elle est dessinée à Chambéry par des dessinateurs, donc des gens qui ne connaissent pas le terrain. Donc il est allé voir dans les registres, il a dû voir que c'était le cimetière et il s'est pris à dessiner ça. Ce qui serait intéressant, je ne l'ai pas fait, mais je vous encourage à le faire, c'est d'aller consulter la map originale, donc celle qui est à Annecy, qui n'est pas numérisée, sur laquelle il y a plein de trucs. Les maps originales, elles sont exceptionnelles, parce que c'est le document qui justement est réalisé sur le terrain par le géomètre. Et là, les géomètres, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Il y a une standardisation de la représentation cartographique sur la copie. Toutes les maps se ressemblent, en fait. Toutes les maps que vous voyez, elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes faites avec les mêmes codes couleurs. On représente la même chose. On n'écrit rien, à part les numéros. Il n'y a rien. On ne marque rien sur les maps. Et ben dans les maps originales, il y a un peu tout ce qu'on veut. Le géomètre, il met ses petites annotations. Des fois, il dessine des trucs, il dessine des gens. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir dérouler plusieurs maps originales. C'est extraordinaire, parce que vous pouvez apprendre sur votre communauté grâce à ces documents. Il marque plein de trucs. Voilà, des fois, il représente des statues de l'église, des trucs qui ont même disparu. Des fois, il marque aussi sa petite humeur du moment. À tel endroit, pas très sympa, quoi. Voilà, on a plein de choses comme ça. Des petites annotations en italien. Donc voilà, il faudra aller voir sur votre map originale ce qu'il y a de marqué par là ou ce qui traîne sur votre map, parce qu'il y a sûrement plein de choses. Moi je fais des découvertes incroyables sur ces maps originales, et à tel point que je trouve vraiment regrettable que les archives ne les aient pas numérisées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-dessus. Sauf que de ce document-là qui est fait sur le terrain, donc qui est vraiment avec la patte du géomètre, quoi, tout ça en fait est passé sous un rouleau compresseur administratif qui vous donne un truc très standardisé et quelque part déjà bien nettoyé, quoi. Donc voilà, je vous encourage à essayer de demander à consulter cet exemplaire. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est dans le magasin, les rouleaux ils sortent pas, mais bon, ça se fait. Normalement non, normalement ils le font pas. Non, normalement ils le font pas. Alors moi ils l'ont fait parce que voilà, et puis j'ai demandé plusieurs fois, et puis bon parce que j'avais mes petits papiers, quoi, mais bon. Normalement, ils ne le font pas. Après, bien motivé, demande de la commune, etc. Il y a un enjeu patrimonial. Vous proposez de payer la numérisation. Là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. C'est toujours pareil, de toute façon. Oui, les maps originales contiennent énormément de choses qui, à mon avis, ont beaucoup à vous apprendre ou à vous confirmer sur ce que vous savez. A-t-on les dates de construction des premières maisons communales ? Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, sur Saint-Gervais, s'il y en a une en 1730, ce sera marqué. S'il n'y en a pas, elle n'apparaîtra pas. Parce que la maison commune, c'est quand même un bâtiment important. C'est le lieu vraiment où tout se passe. Donc, si elle existe, elle apparaît sur le cadastre. Si elle n'est pas sur le cadastre, à la cote de la communauté, c'est qu'elle n'existe pas. Après, pour savoir quand elle existe, je crois que vous avez la chance d'avoir bien conservé les registres des délibérations du conseil paroissial, je crois. Faudra les vérifier là-dedans, parce que pour le coup, qui dit maison communale dit faut faire un bâtiment, faut se mettre d'accord sur plein de trucs, faut payer des gens. Donc il y a forcément au moins une délibération qui en parle. Voilà. A priori, dans mon enquête de 1776, elle existe. Donc faudra déjà, normalement, elle doit exister avant 1776.
mais il faudra éplucher les registres de délibération parce que là-dedans, normalement, vous aurez la réponse à votre question. Voilà, parce que on ne peut pas créer un bâtiment comme ça pour la communauté sans que ça apparaisse quelque part, je pense. Ou alors vous n'avez pas de chance et il y a un trou dans le registre et puis c'était pile là. Bon, ça, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais vous allez déjà bien resserrer le filet, je pense. Ouais. Quelle est la place des femmes dans le cadastre au niveau des propriétés? Alors, on manque d'études. Ce qui est sûr, c'est que c'est très limité. On sait que ça existe. Alors, en fait, si vous voulez ne pas être considéré comme mineur, il faut être veuve et que vous n'ayez pas de frère. Voilà. Donc, ça limite quand même vachement le truc. Et puis, pour peu que vous ayez un fils qui prend un peu trop de place, voilà. Mais c'est possible. D'ailleurs, dans le cadastre, on a des femmes qui sont propriétaires. Mais elles sont toujours marquées veuve de un tel. Ou alors, après, on a aussi l'inverse. On a des fois un propriétaire, c'est marqué où il a une cote à lui, et après, il y a une autre cote pour les biens de sa femme. Voilà, les biens qui sont venus de sa femme. Donc, la place des femmes, elle est pas anecdotique. Le gros problème qu'on a avec les femmes, c'est que pour qu'elles apparaissent dans la documentation, il faut vraiment qu'il n'y ait plus le choix, quoi. Donc voilà, et c'est tout le problème de l'écrit, surtout dans ces communautés où en fait on produit de l'écrit parce que voilà, il y a un besoin de la communauté ou autre. Bah, du coup, elles sont souvent de côté. Pour avoir une réponse plus claire, je pense que là, pour le coup, faudra aller gratter chez les notaires. Dans le tabellion, faut aller regarder dans les testaments, faut aller regarder parce que si les femmes, elles gèrent du patrimoine ou elles ont des charges dans la communauté, là, ça sera marqué. Mais dans le cadastre, il n'y aura pas grand-chose, quoi. Ou alors, si, au coup de bol, quoi. Au coup de bol, pile cette année-là, il y a une veuve qui gérait le patrimoine, on sait qu'elle le fait. Mais si elle apparaît, c'est vraiment qu'il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu triste, parce que faire l'histoire des femmes, c'est très, très compliqué avant le 19e siècle. Parce que, justement, elles apparaissent peu. C'est comme faire l'histoire des enfants, quoi. Enfin, ils apparaissent très peu. Donc... et lorsqu'ils apparaissent, c'est de manière indirecte. Donc c'est compliqué. Ou alors, si là où elles apparaissent beaucoup, c'est dans les procès. Il y a toujours une femme dans les procès, tout le temps. Mais pour les impôts, pour la gestion de la vie courante, c'est assez compliqué. Mais voilà, je vous conseille d'aller vous tourner vers le tabellion. Là, de toute façon, quand on a un doute sur quelque chose, on va voir dans le tabellion, il y a toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on appelle le tabellion? Alors, le tabellion, c'est le registre qui consigne les doubles des actes des notaires. En fait, lorsque vous passiez une transaction, en tant que notaire, vous étiez obligé de donner quelque chose à l'État. C'est toujours le cas, mais déjà au XVIIIe siècle, vous étiez obligé de donner quelque chose à l'État. Et ce quelque chose, en fait, matériellement, en fait, ce que vous faisiez, vous copiez votre acte une deuxième fois et vous alliez le porter dans un registre, donc on appelle le tabellion. Donc ici, je crois que c'est Salanches, le bureau. Et donc en fait, les notaires, sous 60 jours, étaient obligés d'aller porter tous leurs doubles à Salanches pour qu'ils soient conservés. Et donc en allant porter ce double-là, vous payez une taxe. Alors pour le coup, le tabellion, vu que c'est bien suivi sur toute la période, il est assez complet, il y a très peu de trous. Voilà. Et normalement, les notaires ont toujours mis plein de choses dedans. Grand coup de chance aussi, c'est numérisé. Donc ça, sur les archives de la Haute-Savoie, vous avez accès au tabellion. Donc voilà, chez vous, allez regarder à Salanches, je crois que c'est ça. Il y aura peut-être 2-3 bricoles sur Megève aussi, c'est possible. Mais voilà, le gros, ce sera à Salanches. Et donc il y a un inventaire dans lequel vous allez retrouver le nom du notaire, le nom des parties, donc de chaque partie donc qui sont parties prenantes de l'acte. Et après, hop, vous vous promenez dans les registres et vous trouvez plein de choses. Et donc, ça va de 1697 à la Révolution. Et après, il y a un tabellion sarde encore après. Mais celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit numérisé. Il est numérisé. Extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez trouver plein de choses. Et c'est notamment grâce à ça qu'on voit à quel point le cadastre est faux, en fait, au cours du XVIIIe siècle. Mais c'est passionnant. Moi, justement, pour prouver ça, j'avais travaillé sur 7500 actes de vente. Donc entre 1697 et 1792, donc dans la région d'Albi. Et voilà, là on voit bien l'évolution. Et on voit bien aussi que les gens vendent tout le temps. J'ai des parcelles sur finalement moins d'un siècle. Enfin, on a le numéro à partir de 1739. Sur une soixantaine d'années, il y a des parcelles qui sont vendues 10 fois. Donc voilà. Il y a un marché immobilier qui est excessivement dynamique. Et ça, grâce au cadastre, on arrive un peu à le suivre. Au cadastre et au tabellion. Sur la carte, on voit bien les oratoires de Notre-Dame de la Gorge.
Alors probablement, alors bon, je sais pas exactement pourquoi, parce que là il devait y avoir un géomètre un peu pointilleux, parce que je vous garantis que dans d'autres communautés vous l'auriez pas eu, hein. Mais je pense que c'était vraiment pour être plus précis sur la surface de la parcelle qui est autour, pour dire hop, là faut enlever ça, faut enlever ça, faut enlever ça, faut enlever ça. Donc peut-être aussi parce que il y avait la communauté qui suivait le géomètre en disant hop, t'oublies pas d'enlever ça, hein, parce que sinon ça va faire de la charge en plus, quoi. Donc ouais, non, mais des fois ça va très loin, hein. Ils font des réclamations en disant non mais là il y a un rocher au milieu du pré, le géomètre il l'a pas mis, c'est un scandale, donc il faut rajouter. Voilà, c'est bon. Mais oui, hein, c'est ça aussi qui est bien, parce que admettons ces oratoires ils auraient disparu, ils auraient peut-être même pourquoi pas laissé de traces, et ben, grâce au cadastre vous auriez su que ça existait, quoi. Il y a beaucoup d'endroits où le cadastre, c'est un document d'archéologue, hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les archéologues qui travaillent notamment sur la période médiévale ont beaucoup recours au cadastre, hein. Alors bon, ils font comme ils peuvent, hein, mais des fois ils voient. Voilà. Là, on signale qu'il y a une masure ici. Parce que, même chose, vous avez un tas de pierres au milieu de votre champ. Bon, bah, alors vous embête d'avoir un tas de pierres, vous n'allez pas payer pour ça. Donc vous faites marquer qu'il y a un tas de pierres. Sauf que ça se trouve, le tas de pierres, c'est le reste d'une tour. Et ça, les archéologues, ils en tiennent compte, quoi. Est-ce qu'il est possible de retrouver aujourd'hui des numéros de parcelles? Il faudra aimer transpirer un peu, mais c'est faisable dans l'absolu, hein. En fait, oui, depuis 1739, et encore une fois, pour que le cadastre devienne vraiment un document incontournable, on oblige les notaires à faire marquer le numéro de parcelle lorsqu'il y a une vente, même un testament, un échange, une hypothèque, tout ce qui a un lien de près ou de loin avec le foncier, un partage ou autre, il faut qu'il y ait le numéro. Donc, au début, vous aurez le numéro, puis très vite, vous aurez partie de tel numéro, partie de tel autre, machin. Donc, il faudra être assez fin pour suivre vraiment tout le long. Priez aussi pour qu'il n'y ait rien qui ait échappé au tabellion. Priez aussi pour qu'il n'y ait rien qui ait échappé au notaire, parce que ça, croyez-moi, ça existe. Des fois, on voit au détour d'un acte, on dit, bah, en fait, cette parcelle-là, elle a été vendue oralement, donc je ne l'explique pas, en telle année. Bon, bah, ça, vous direz, mais je ne savais pas ça. Voilà. Donc, il faut vraiment tout éplucher, hein. Mais disons que dans l'absolu, si vous êtes un peu courageux et que vous avez beaucoup de temps libre, c'est faisable. Voilà. Après, dites-vous bien que pour suivre vraiment une parcelle, c'est du coup de bol quand même. Après, voilà, si ça se trouve, ça s'est bien passé. Une parcelle, elle est vendue, elle est transmise en entier à un héritier qui lui-même ne la revend pas et tout. Ça arrive aussi, mais enfin, ça, c'est quand même plutôt une mentalité de la fin du 19e siècle, hein. Avant, on va dire qu'avant les années 1850, on vend tout le temps des trucs, hein, et on en achète tout le temps aussi. Donc, prudence quand même. Mais dans l'absolu, c'est faisable. Il y a quand même des parcelles que l'on retrouve encore. Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Mais là encore, voilà, c'est vraiment, faut avoir de la chance et prier pour que les propriétaires successifs ne les aient pas revendus et les aient transmis en entier, voilà, sans faire de division. Voilà, donc faut avoir de la chance. Ouais. Mais oui, ça peut arriver, tout à fait. Ouais. Rien n'est impossible sous l'Ancien Régime. Rien. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous.